Bonjour à tous, je suis Gérald Anglais, je suis assistant social sur le réseau Renap Sclérose en plaques et c'est moi qui vais animer du coup cet atelier sur la boîte à outils sociale. Euh, pour ce faire, j'ai préparé un petit PowerPoint que je vais nous mettre à l'écran tout de suite et je répondrai à toutes vos questions comme cela vous l'a été expliqué dans la petite présentation juste avant. Alors, hop, voilà. Donc, pour commencer, je vais déjà tout simplement, on va déjà commencer par un des points principaux, donc CEP et emploi. CEP et emploi, donc les droits, on va surtout cibler les droits liés à la MDPH, hein. Donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, l'orientation professionnelle et l'allocation adulte handicapé. Pour commencer, donc ça fait emploi sur la RQTH, hein. Donc la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous permet de pouvoir faire reconnaître votre handicap au niveau de votre emploi. Elle se demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, permet entre autres de faire des adaptations de votre poste et votre temps de travail. Il y a d'autres adaptations possibles, hein, mais on pourra peut-être les détailler un petit peu tout à l'heure. Au niveau de l'RQTH, donc n'est pas obligatoirement déclarable à votre employeur, hein, mais on vous conseille quand même de prévenir votre médecine du travail. Hop. Donc, la RQTH, c'est donc pour les personnes qui ont plus de 16 ans, hein, et qui sont en emploi ou en recherche d'emploi. Elle est attribuée en moyenne entre 1 et 5 ans et peut être renouvelée sans limite de fois, hein, et parfois certaines sont attribuées quasiment à vie, hein, jusqu'en 2099 dans certains cas. La RQTH vous donne un statut de travailleur handicapé et vous permet éventuellement d'avoir un suivi au niveau de Cap Emploi pour l'insertion et du maintien dans l'emploi. La RQTH donc, a aussi des avantages pour votre employeur, hein. Ça permet pour lui d'avoir des aides au niveau de l'emploi, d'avoir des financements pour les adaptations de vos postes de travail, et ça permet aussi de respecter la loi puisque toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir 6% d'effectifs de travailleurs handicapés dans sa société. La MDPH, pour toute évaluation d'une RQTH, vous évaluera également une orientation professionnelle. Cette orientation professionnelle, ils vont vous dire soit c'est sur le marché du travail ordinaire, soit en milieu protégé, ce qui est très très rare dans le cas d'une sclérose en plaques, mais ça peut arriver. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner si vous recevez 2 notifications à chaque fois que vous demandez votre RQTH. Le dernier droit avec la MDPH, c'est ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé. Donc elle est demandable dès les 20 ans de la personne et il faut avoir un taux d'incapacité de minimum 80% pour l'avoir à vie ou entre 50 et 79% pour l'avoir de façon complémentaire à un revenu ou le temps de chercher un emploi. L'AAH, donc l'allocation du handicapé, est versée par la CAF. Et du coup, vous pouvez avoir une autorisation par la MDPH d'attribution, mais ne pas être versé puisque les conditions de ressources du foyer sont trop élevées. Le deuxième point qu'on abordera ensemble, c'est CEP et conduite. Donc, toute personne ayant une maladie neurologique doit faire valider son permis de conduire. C'est une obligation, hein, de faire valider son permis de conduire. Et pour cela, il suffit tout simplement de prendre rendez-vous avec un médecin agréé de la préfecture qui vous validera votre permis pour une durée maximum de 5 ans. Je vous disais valider parce que dans la majorité des cas, on a une validation simple du permis de conduire et dans d'autres cas, on peut avoir une validation sous condition d'aménagement. C'est-à-dire que on va vous demander d'adapter votre véhicule pour vous valider votre permis de conduire. Par exemple, la mise en place d'une boîte automatique ou de commande au volant. Et ces aménagements-là peuvent être faits sur un financement MDPH ou AGFIP. Et dans certains cas bien particuliers, hein, où le handicap ne permettrait pas du tout un maintien du permis de conduire, on pourrait prononcer une suspension du permis de conduire.
Le dernier point que je vous présente, et après on pourra répondre à toutes vos questions, du coup, c'est CEP et prêt bancaire, parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau des prêts, hein. Le fait d'avoir une sclérose en plaques ne vous restreint pas à la souscription d'un prêt. On a la convention AERAS, hein, qui permet de faciliter l'accès à un prêt pour des personnes ayant un risque de santé aggravé. Toute la convention est très bien détaillée et très bien reprise sur le site service-public.fr, hein, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Là, ce qui est plus compliqué, par contre, hein, c'est l'obtention d'un prêt bancaire, hein, puisque du coup, la sclérose en plaques est un risque aggravé. Et à ce moment-là, vous pouvez, vous retrouver un peu en difficulté et on peut vous dire qu'on ne vous assure pas pour votre sclérose en plaques ou les conséquences, ou alors euh, qu'on vous assure mais à un coût bien plus élevé. Quoi qu'il arrive, votre banque ne peut pas refuser une assurance si celle-ci a une couverture identique ou supérieure à celle qui va vous être proposée en assurance première 1 par la banque. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à un courtier spécialisé en assurance de prêt pour les personnes qui ont un risque aggravé. Hein, il y en a quand même pas mal, hein, des courtiers dans ce type-là, donc ça a un coût. Mais parfois, et très régulièrement, moi, les personnes que j'accompagne sont gagnantes au fur et à mesure, hein. En prenant un courtier, ils sont gagnants sur toute la durée de leur prêt au niveau de leurs assurances. Voilà. J'ai fait court, mais on va essayer du coup de plus répondre à vos questions directement. Alors, euh, ça vous permettra de pouvoir reprendre un peu plus longuement, mais voilà, je préférais passer un peu plus vite et essayer de répondre à vos questions qui seront peut-être des questions un peu plus pratico-pratiques. Voilà. Donc, on a du coup une première question. Donc, hop, qui nous dit: j'ai souscrit un prêt IMO avec avant que ma CEP ne soit déclarée, dois-je déclarer ma maladie après auprès de l'assurance souscrite à l'époque? Alors non, vous n'êtes pas obligé du coup de déclarer votre CEP à votre assurance après, puisque votre assurance est déjà faite et votre prêt est déjà fait. Donc aucune obligation de prévenir l'assurance à ce moment-là. Vous pouvez du coup, voilà, vous pouvez continuer et s'il y a besoin, par contre, votre assurance vous prendra en charge pour votre CEP, classiquement. Voilà. Hop. Donc, existe-t-il des aides spécifiques pour aider à un déménagement pour une personne atteinte d'une CEP ou handicap? Si oui, vers qui faut-il se tourner? Alors oui, il y a une possibilité d'aide, pour des déménagements et cette demande-là se fait auprès de la MDPH dans la partie prestation de compensation du handicap et c'est une aide spécifique. Heu, donc, hem, il suffit juste de faire un dossier MDPH et à ce moment-là, ils pourront tout à fait, vous aider, hein, pour un déménagement. Et alors, il faut quand même avoir un certain niveau de handicap pour qu'ils puissent aider et je crois que c'est un budget comme, 2 000 € il me semble, pour cette charge-là. Voilà, si je me trompe pas. Ensuite, en quoi est considérée la CEP comme un risque aggravé? Donc je pense que c'est pour les assurances de prêt, tout simplement puisqu'on a un risque, vu que ça impacte l'emploi et l'autonomie, tout simplement, les assurances le considèrent comme un risque aggravé et du coup, ils se sécurisent un petit peu en, ils se sécurisent un petit peu en parce qu'ils en fait, pour pas payer trop d'assurance derrière, on va pas se cacher que l'assurance, son but, c'est de pas payer, hein. Donc ils vont essayer à un moment donné, ils vont considérer que c'est un risque aggravé, que vous avez un risque d'invalidité, que vous avez un risque de handicap lourd, vous avez ce genre de risque-là et par conséquent, du coup, ils vont dire que c'est un risque aggravé, donc faire surcotiser votre assurance tout simplement. Hop. Donc, pour l'assurance voiture, il n'y a rien à faire pour l'assurance voiture puisque, il n'est pas prouvé qu'avoir une sclérose en plaques augmente le nombre d'accidents de la route, d'accord? Donc au niveau de l'assurance voiture, pas de souci, du moment où votre permis est validé, vous pourrez rouler normalement et sans aucune augmentation possible de votre coût d'assurance. Par contre, au niveau, du permis de conduire, il est nécessaire de faire valider son permis de conduire, heu
pour être tout simplement assuré. Hop, et du coup, je vais dans la continuité répondre à la question d'en dessous, hein. Donc, la personne nous disait qu'elle n'avait jamais entendu parler de la validation du permis de conduire. Est-ce que cela concerne tous les patients CEP ou est-ce que ça dépend du score du handicap? Ça dépend de Enfin, c'est pour toutes les personnes, ayant une sclérose en plaques et d'ailleurs pour toutes les personnes ayant une maladie neurologique, hein. C'est pas que la sclérose en plaques, c'est toutes les personnes ayant une maladie neurologique, les personnes ayant un diabète, par exemple, des personnes ayant des troubles de la vue, des troubles de l'équilibre. Bon, voilà, je vous passe, la liste, hein, elle est longue comme le bras. Hem, une personne ayant une sclérose en plaques doit automatiquement, dès qu'elle en a connaissance, faire valider son permis de conduire. Voilà. Sans validation de ce permis de conduire-là, théoriquement, votre assurance peut ne pas vous couvrir, puisqu'ils pourraient considérer ils vont considérer que vous êtes en défaut de permis, tout simplement. Donc si demain vous avez un accident de la route, même si vous êtes pas en tort et que quelqu'un vous rentre dedans, donc vous n'êtes pas en tort, et que c'est un jour où vous êtes un peu plus fatigué et vous avez un peu plus de mal à vous déplacer, par exemple, hein, un peu de fatigue, un peu de douleur dans les jambes et que vous avez un peu plus de mal et que cette personne-là le déclare à son assurance en disant: «La personne en face avait pas l'air bien» et que vous ayez, vous, un examen par votre assureur à vous, automatiquement, heu et ben, vous serez en tort à 100. Voilà. Hop, donc je vais répondre à la question. Lors d'un renouvellement de ma PCH, on m'a demandé un tableau de mes biens personnels et ceux de mon mari, pardon. Pas mes revenus, mes biens bancaires, placement 1. On me l'avait pas demandé lors de ma première demande. Qu'en est-il? Alors effectivement, on a une petite modification au niveau de la prestation de compensation du handicap, hein, donc qui, permet d'avoir des aides humaines à l'aménagement du logement, des aides techniques, des aides spécifiques et cetera. Effectivement, à ce moment-là, la PCH, en fait, a une légère modification et les revenus ont commencé à être les prendre un petit peu en charge. Donc effectivement, dans certains départements, c'est pas tous les départements, mais certains départements demandent maintenant effectivement à avoir, entre autres heu, les biens personnels et certains autres départements commencent à demander un petit peu les revenus, les biens, autres, hein, donc compte bancaire, placement, propriété et cetera. Mais c'est tout à fait possible, mais ça dépend vraiment du département dans lequel vous vous trouvez. Pou Hop, existe-t-il des aides pour acheter un moyen de déplacement en scooter à 3 roues pour faciliter la mobilité? Alors les scooters à 3 roues, si elles vous sont, si ce scooter-là, vous est prescrit par un médecin, il peut vous être remboursé par la sécurité sociale et votre mutuelle. Si derrière il reste un complément, vous pouvez demander effectivement à avoir une aide par la MDPH, aux frais des aides techniques. On avait une question juste, donc si on a déjà une invalidité avec pension, donc avec des revenus réguliers et garantis. Je pense que c'était en complément de la question de tout à l'heure sur à mon avis, sur les prêts immobiliers. Peu importe, du moment où vous avez, une maladie neurologique ou, en tout cas une sclérose en plaques ou toute autre maladie, les assureurs vont, quoi qu'il arrive, vous faire le même discours, malheureusement. Voilà. Donc dans le cas d'un permis de conduire, espagnol, serait-il possible de le revalider avec un médecin agréé et le renouveler en France? C'est une excellente question, puisque votre permis est étranger. Si votre assurance est sur le territoire français, oui. Si votre, assurance n'est pas française, non. C'est ce que j'aurais envie de vous répondre. Du moment où votre assurance est en France et qu'un permis pour rouler en France et être assuré doit être validé et valide, il faudra, en tout cas si votre assurance, est française, refaire valider votre permis de conduire sur le territoire français, automatiquement, ouais. Est-ce que vous pouvez parler un peu des aides pour le maintien dans l'emploi? Je connais les financements pour les aides techniques. Il y a aussi des dispositifs pour aider l'employeur qui doit embaucher pour compenser un temps partiel, par exemple. Alors, les aides au maintien dans l'emploi, vous avez tout ce qui va être aide à l'aménagement du poste de travail, Heu, donc aménagement technique du poste de travail, hein, ça veut dire par exemple, un bureau ergonomique, un double écran, hem, un siège bien particulier, voilà, ça c'est des choses qui sont facilement finançables puisque c'est de l'aide technique. Après on va avoir de l'aide,
financière éventuelle pour compenser une augmentation de vos, ou une baisse de votre temps de travail à vous qui peut être possible en fonction de votre niveau de handicap. Ce qu'on appelle la lourdeur du handicap, c'est très vulgaire comme terme, mais c'est comme ça que ça s'appelle malheureusement et ça peut être évalué effectivement, c'est, en accord avec l'employeur, la médecine du travail et entre autres, si vous êtes dans la fonction, enfin dans le privé pardon, par l'AGFIP, et c'est eux qui vont pouvoir financer en partie et sinon ce sera, plus, la FIPHFP pardon, qui est le cousin de la GFIP. Ces 2 caisses-là, c'est ceux qui récupèrent les cotisations des entreprises n'ayant pas le bon nombre de salariés, travailleurs handicapés et qui vont financer les aides, liées à l'emploi. Mais, ça va être à peu près les seules aides qu'on va avoir. Après sinon c'est des formations, c'est des choses comme ça. Heu et n'hésitez pas dans ces cas-là à aussi faire appel à Cap Emploi. Normalement, vous avez une RQTH, Cap Emploi vont avoir toutes les aides possibles et vont pouvoir aller accompagner, votre employeur dans ces démarches-là. Alors que se passe-t-il si notre employeur privé n'est pas en règle et ne possède pas de pôle handicap pour réaliser l'adaptation de poste, taxi domicile travail et aménagement du poste? Alors, ça veut pas dire enfin, votre employeur, un peu le handicap, c'est que pour les très grosses entreprises, hein, on est bien d'accord et c'est pas à lui, hein, de financer les transports, domicile-travail ou les aménagements de poste. Alors, en partie, mais il peut pouvoir demander des aménagements. Heu, du moment où vous avez une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, il faut faire jouer là-dessus et heu et il faut surtout pouvoir vous faire aider de votre, médecin du travail dans ces cas-là, qui lui va pouvoir vous accompagner et éventuellement accompagner votre employeur dans cette démarche-là, d'adaptation de poste ou d'aménagement de poste. Le taxi domicile-travail, on est bien d'accord que c'est un coût très élevé, la GFI peut le prendre en charge, mais ça risque d'être quand même limité dans le temps, mais au-delà de ça, il n'est pas toujours dans l'obligation de faire comme ça. Il faut peut-être aménager le poste de travail, voir si du télétravail est possible, heu, mais le pôle handicap n'est pas une obligation pour toutes les entreprises. Voilà, faut quand même bien avoir ça en tête. Comment faire valider son permis de conduire? Votre permis de conduire, c'est très simple, vous allez sur le site de votre préfecture, vous tapez validation de conduite, validation de permis pour raison médicale, tout simplement. Vous avez un document CERFA qui va sortir avec votre nom, prénom, adresse, numéro de permis, voilà, c'est assez simple et sur cette même feuille, vous devrez avoir la validation du médecin. La liste des médecins agréés se trouve sur le même site internet de la préfecture et il suffit de prendre rendez-vous, c'est 36 € la consultation, hein, de mémoire. Heu et à ce moment-là, vous, prenez rendez-vous avec lui, vous remplissez le document, vous renvoyez à la préfecture et la préfecture vous renvoie un nouveau permis avec la date de validité et la mention «validation pour raison de santé» dessus. Heu, voilà, tout simplement et derrière, bah, vous pouvez, rouler normalement et en toute sécurité d'assurance, en tout cas. Alors, vous parlez de l'assurance de la voiture ou de quel type d'assurance? L'assurance voiture, pas de majoration, rien, vous pouvez rouler du moment que votre permis est validé, ils vous assureront. Les assurances avec des risques aggravés, ça va être, pour, les prêts bancaires principalement. Voilà. Comment s'orienter pour trouver un logement adapté? Le logement adapté, comment vous dire? Le logement adapté, soit vous allez dans des, résidences, type social qui ont des logements adaptés, qui ont des gammes de logements adaptés, qui seront un peu plus simples et du coup, à ce niveau-là, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, ça va bien se passer. Heu, donc comment s'orienter sur les voilà. Ah, donc les logements adaptés, soit logements sociaux qui ont, eux, un certain nombre de logements, social adaptés, d'accord? Soit sinon après c'est faire appel éventuellement à une ergothérapeute, heu, pour pouvoir avoir éventuellement, des adaptations des conseils d'adaptation de votre logement à l'avance et après sinon ça peut être du logement privé, mais il y a pas d'association ou il y a pas de, services qui vous permettent
de vous trouver un logement adapté. Ça n'existe pas. Voilà. Hop. Alors, je suis en train de voir en même temps dans la discussion. Hop. J'ouvre ça en même temps juste pour lire l'article qu'on nous a envoyé. Voilà. Saint-Joriot. Alors, juste pour répondre à ce qui a été dit en discussion avec le lien qui a été envoyé par Clotilde, Godefroy, ce qu'elle a envoyé, du coup, c'est ce qu'on appelle une maison médicalisée, hein, maison d'accueil spécialisée, même d'accueil, enfin, d'ailleurs, hein, donc c'est les femmes ou les masses, et ça, c'est des établissements médico-sociaux du même type qu'une maison de retraite pour une personne âgée. Les femmes et les masses vont être pour les personnes handicapées, hein, donc c'est pas du logement pur et dur. Si vous êtes encore autonome et tout à fait en capacité de pouvoir prendre, d'être dans un logement autonome, ce sera pas du tout fait pour vous. Voilà. Pour reprendre à nouveau les questions, liées au permis de conduire, peut-on rappeler les droits de stationnement avec les cartes priorité stationnement, gratuité de temps, etc. Théoriquement, les places handicapées permettent d'avoir la gratuité de stationnement euh, en continu, hein, il me semble. Après, tout va dépendre de la ville, hein. Je crois que ça reste la réglementation de la ville, de mémoire. Après, souvent les parkings type hôpitaux, et cetera, ont des réductions pour les cartes priorité stationnement. Hop, les demandes en logements sociaux sont longues. Y a-t-il une priorité pour les personnes en situation de handicap pour avoir un logement adapté? Alors, les demandes en logements sociaux sont effectivement très longues. Les demandes en logements sociaux pour les logements adaptés le sont encore plus. Ça, c'est certain. Heu, Moi, je suis sur Lyon. Sur Lyon, on va être à peu près sur 3 ans pour un logement social, 5 ans pour un logement social adapté. Il y a très peu de logements sociaux adaptés, effectivement, malheureusement, hein. Mais du coup, ça reste très, 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 très long. Il y a des priorités, effectivement, hein, mais on peut avoir une priorité parce qu'on est en situation de handicap et qu'on est dans un logement non adapté, qu'il nous faut un logement adapté. Mais en fait, il y a tellement de demandes de priorité qu'en fait, le système est, bah, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque du coup, on n'y arrive pas, quoi. Hop, quelles sont les démarches à suivre dès le début si on veut s'inscrire pour passer le permis de conduire, mais qu'on présente des troubles de l'équilibre et de la vision? Eh bien, en fait, dès le départ, il va falloir voir un médecin agréé de la préfecture, donc avant d'avoir votre permis de conduire, pour euh, tout simplement, j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de vous dire. Il faudra faire valider votre permis de conduire avant de l'avoir dans l'idée. C'est qu'il faut aller voir un médecin agréé de la préfecture pour pouvoir, heu, tout simplement, à un moment donné, qu'il puisse vous dire: «OK, telle adaptation il vous faudra», et du coup avoir une auto-école qui vous permettra d'avoir tout simplement, heu, de pouvoir avoir tout simplement les règles qu'il faudra pour votre permis. Donc ça veut dire que si le médecin vous dit qu'il faudra automatiquement avoir une boîte automatique, passez votre permis qu'en boîte automatique. S'il faut des commandes au volant, par exemple, il vous le dira dès le départ, vous passerez votre permis que dans ce cadre-là. La carte de stationnement, effectivement, est européenne, hein, donc quelle que soit la ville, mais il y a certaines villes qui font quand même payer le stationnement sur les places handicapées. Donc renseignez-vous quand même parce que je l'ai déjà vu, malheureusement. Hop, alors, euh, donc je sais pas, visiblement, je sais pas si Céline, vous m'entendez? Bon, on va voir comment ça fonctionne. Je sais pas. Bon, je vais continuer du coup les questions en attendant parce que j'entends pas la personne qui avait visiblement levé la main. Donc je vais finir les 2 questions qui sont là et après on lui donnera la parole. Y a-t-il des facilités pour l'accès à l'emploi en fonction publique, concours, et cetera? Oui, il y a certaines facilités du moment où vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Vous pouvez effectivement avoir des facilités d'accès à l'emploi, notamment au niveau des concours, des réductions d'épreuves, par exemple, ou de temps.
Tadam. Donc, alors, toutes les places payantes zone bleue sont gratuites pour les véhicules avec la carte pour un minimum de 12 heures, euh, voire plus, suivant la ville. Alors, oui, effectivement, mais majoritairement, c'est ça, mais faites attention, du coup, c'est ce que je vous disais, au temps, parce que c'est pas gratuit en continu dans certaines villes. Et effectivement, s'il y a un bébé, hein, vous faites la photo de votre carte et vous l'envoyez en réclamation, ça fonctionnera. Mais certaines villes sont à 12 heures, d'autres à moins. J'ai déjà vu à moins, c'est pour ça que je vous dis de faire attention, hein. Mais théoriquement, si vous avez une amende pour renvoyer, vous ne devriez pas payer. Donc, vous n'êtes pas dans un parking payant enfin, avec une barrière, effectivement. Voilà. Alors, je sais pas comment. Hop, je sais pas comment ça va fonctionner du coup. Alors, je sais pas trop du coup là. Qui. Oui, bonjour, c'est moi qui, je sais pas pourquoi ça a mis ce pseudo, c'est Michel. C'est moi qui vous parlais du permis de conduire en fait. C'était Oui. pour venir, parce qu'en fait c'est mon travail en fait et j'ai déjà eu affaire à ça et je travaille également dans une fourrière automobile. Donc c'est pour ça que je me permettais d'intervenir par rapport au stationnement notamment, car beaucoup de personnes ne le savent pas et n'osent pas. C'est le texte de loi national indique bien pour un stationnement de 12 heures minimum, c'est le minimum légal de stationnement. Alors effectivement, certaines communes n'appliquent pas et les policiers ne sont pas forcément au courant, mais c'est parce que j'en vois beaucoup via mon association, via ce que je fais aussi, c'est que les personnes n'osent pas réclamer. Donc n'hésitez pas, si vous avez une carte prioritaire de stationnement, n'hésitez surtout pas à la poser sur le pare-brise, hein. C'est pas une honte, c'est un droit qu'on a et c'est parfois un besoin, c'est notamment un besoin même. Et donc, la loi est claire, c'est 12 heures minimum. Les zones bleues, on n'a pas besoin de mettre de disque. Et les zones payantes, on n'a pas besoin de payer le ticket. C'est aux agents verbalisateurs de vérifier que le macaron est bien apposé sur la carte, sur le pare-brise, pardon, et à eux de noter à quelle heure le véhicule a été relevé. C'est-à-dire qu'ils notent à quelle heure ils ont vu le véhicule sur la place et ça court pendant 12 heures minimum. Certaines communes, comme Nancy, là où j'habite, c'est 7 jours. Donc, mais voilà, c'est 12 heures minimum. Donc, si vous allez en ville, vous pouvez vous stationner sur une place payante. Or, par contre, les parkings à barrières et tout ça, non, là, il faut payer. Bien faire la différence. Mais tout ce qui est voie publique, effectivement, c'est gratuit pour les personnes ayant la carte apposée sur le pare-brise. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette, Et je me permets pour ce aussi, petit complément. Dites-moi. pendant que j'y suis, pour le prêt immobilier, vous parliez tout à l'heure des assurances et tout, ce que j'ai eu le cas aussi, il est aussi bon de rappeler que pendant un an suite à l'obtention du prêt immobilier, on peut changer d'assurance sans délai. En fait, pendant un an suite à l'obtention du prêt immobilier, on peut changer d'assurance si on arrive à trouver une meilleure assurance qui prend mieux en compte nos problèmes de santé, en fait. Oui, ça reste du générique, hein, effectivement. Vous avez Mais c'est bon, possibilité de savoir. Voilà. modifier euh, une assurance, euh, dans l'année qui suit, effectivement. Voilà. Je vous laisse reprendre, désolé. Pas de souci, pas de souci. Merci beaucoup. Alors, il y avait juste Céline qui avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là et si elle veut toujours nous poser sa question. Si c'est le cas, euh, activez votre micro et posez-moi votre question. Bon, on va continuer. Si c'est le cas, refaites-nous signe, Céline. Euh, du coup, on avait une autre question. La carte mobilité inclusion donne-t-elle le droit au stationnement? Oui, si c'est la carte mobilité inclusion, mention stationnement. Je vous rappelle qu'il y a 3 cartes de mobilité inclusion. Vous avez la carte mobilité inclusion mention stationnement, elle pour le stationnement, qui est maintenant attribuée par la MDPH pour toute personne ayant un périmètre de marche de moins de 500 mètres, et uniquement dans ces cas-là, ou alors si vous avez du matériel de déplacement gros, où il vous faut une place plus importante. Après, sinon, vous avez de la carte mobilité inclusion mention priorité, donc c'est pour les passages en caisse, par exemple, pour avoir accès à un passage prioritaire dans les files d'attente, etc. Et après, vous avez la carte de mobilité inclusion mention invalidité, et celle-ci, par contre, fait foi pour stationnement et priorité. Voilà. Je n'ai pas le permis, je dois voir le médecin avant de prendre des cours. Oui, je vous le conseille, Alexandra, puisque du coup,
si vous anticipez la démarche, ça vous évitera de repasser une nouvelle fois devant le médecin par la suite, hein. Vous devrez le repasser dans 5 ans maximum, mais en tout cas, ça vous permettra de prendre les cours adaptés et de pouvoir voir un véhicule, s'il y a besoin d'un véhicule, d'une adaptation de véhicule dès le départ. Voilà. Euh, Existe-t-il des aides pour les jeunes parents reconnus entre 50 et 79% à la MDPH? Alors, il y a des aides effectivement qui sont sorties. Donc hop, il y a des aides effectivement qui sont arrivées. C'est donc des aides à la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, effectivement. Et ces aides sont toutes récentes. Je les ai plus en tête, je vous avoue. En tout cas, il y a une aide pour du financement d'aide à la domicile, on va dire, hein, d'aide au soutien à la parentalité, donc d'aide à domicile, donc des travailleurs en intervention sociale et familiale ou des aides à domicile de façon un peu plus large, d'accord? Et des aides pour des aides éventuellement techniques, s'il y a besoin à ce niveau-là, en sachant que il faut, si vous avez déjà une prestation de compensation du handicap, reposer un dossier à la MDPH ou les recontacter en leur demandant cette enveloppe-là et vous le feront. En tout cas, ce sera avant les 7 ans de l'enfant de mémoire. Voilà. L'aide est toute neuve, hein, donc je vous avoue que je n'ai pas encore tout intégré. Elle est sortie il y a quelques semaines à peine. Hop. Donc, donc, je ne peux plus enseigner. J'ai choisi de me reconvertir avec un poste adapté dans un établissement scolaire proche de mon domicile qui a duré 3 ans. Je viens d'apprendre que mon poste adapté ne serait pas reconduit. Comment alors continuer de travailler avec une maladie dans le monde de l'enseignement? Je crois que je serai à nouveau en congé longue maladie l'année prochaine et mon salaire complété par la MGVN. Je vous remercie. Euh, la question est un peu large et un peu spécifique. Le problème, c'est que pour continuer de travailler dans l'enseignement, il va falloir que vous arriviez éventuellement à trouver un poste qui soit adapté. Et à ce moment-là, il faudra voir ça du coup avec le rectorat, entre autres, hein, ou, voilà, pour qu'il puisse vous accompagner à ce niveau-là. Mais malheureusement, il y aura en continuité de travail, ça va surtout être ça, quoi. Après, après, sinon, effectivement, ça peut être un congé longue maladie qui peut être possible si vous ne l'avez pas encore eu ou pas encore utilisé l'intégralité du droit, en tout cas. Et la MGVN, ce sera un complément si vous avez effectivement la prévoyance MGVN. Voilà, et pour en revenir encore sur le stationnement de tout à l'heure, on nous disait qu'effectivement, à Paris, les règles sont un petit peu différentes et donc il faut s'inscrire sur un site internet handicap au préalable. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, hein. Il y a la loi et après, il y a les adaptations dans chaque ville. Donc on peut vous dire oui, 12 heures, mais en soi, la loi peut nous dire ça, mais c'est peut-être 12 heures si vous êtes inscrit préalablement, etc., etc. Les variations peuvent effectivement exister. Mais en tout cas, merci Pascal pour cette précision qui sera certainement utile pour tous ceux qui veulent aller visiter Paris. Hop. Euh, Combien a-t-on le droit, donc congé longue maladie, dans sa carrière professionnelle entière? C'est 3 ans. Un congé longue maladie, c'est 3 ans maximum. Votre premier, donc le congé longue maladie, pour rappel et pour explication à tous, un congé longue maladie, c'est pour des personnes qui sont fonctionnaires. Un fonctionnaire n'a pas ce qu'on appelle l'invalidité, hein, de la sécurité sociale comme on peut avoir dans le privé. D'accord? Donc, ce qui marche dans ce cas-là, c'est un congé de longue maladie. Un congé de longue maladie, c'est 3 ans par pathologie pour votre carrière. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, si vous avez une sclérose en plaques, vous avez le droit à 3 ans. 3 ans, c'est 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. Si derrière, il y a une autre maladie qui vient arriver, n'importe quoi, dépression par exemple, hein, le premier truc qui me vient en tête, hein, vous pourrez de nouveau avoir un congé longue maladie de 3 ans pour dépression. Mais théoriquement, pour une maladie, c'est 3 ans maximum sur toute sa carrière. On me disait,
quand on repose un dossier à la MDPH, faut-il renvoyer tous nos avis médicaux? Il faut surtout renvoyer donc le certificat médical qui est obligatoire dans votre dossier et moi, je peux que vous conseiller effectivement de mettre peut-être les 2 derniers comptes rendus, qui vont, de vos consultations ou 2 derniers comptes rendus d'hospitalisation qui vous permettront de refaire valoir, certaines évolutions de votre pathologie, effectivement, surtout si vous demandez de nouveaux droits. Hop, on nous disait que du coup, c'était compliqué au niveau de la carte de stationnement pour des passages quand on est de passage dans une autre ville, ça c'est certain, mais du coup, c'est pour ça, essayez de vous renseigner un petit peu avant, sur les sites des mairies, ça doit certainement être, spécifié. Je suis aide-soignant dans la fonction publique, je ne peux pas exercer en tant que soignante une fois que le congé longue maladie est terminé. Comment cela se passe-t-il? Soit vous avez une reconversion sur un autre poste, un poste administratif par exemple, si c'est plus simple pour vous, soit sinon, après un congé longue maladie, quand on a une sclérose en plaques, on n'a pas le droit à grand-chose de plus, et on passera sur, ce qu'on appelle une retraite anticipée pour invalidité. Voilà. Toutes ces explications-là, si vous êtes en fonction publique et dans un «gros hôpital» entre guillemets, vous pouvez, enfin, en tout cas un grand centre hospitalier, soit vous demandez à votre DRH qui pourra vous répondre, soit votre médecine du travail, soit sinon le service social, du personnel qui pourront tout à fait vous répondre et vous réexpliquer tout cela et recalculer avec vous tous vos droits. La RQTH ne donne pas le droit de résider en France si on est étudiant étranger avec un titre de séjour étudiant. Non, la RQTH ne vous donne pas le droit de résider sur le territoire français, effectivement. Heu, Votre titre de séjour votre RQTH s'applique, enfin, est possible puisque vous avez un titre de séjour étudiant et mais ça vous donne pas l'autorisation de rester, résider sur le territoire français, hein. Vous êtes étudiante étrangère avec un titre de séjour pour études, pas de souci. Vous avez, le droit de résider sur le territoire et les RQTH vous permet par contre d'adapter vos études et cetera, hein, sans aucun problème. Mais non, ça vous donne pas le droit, par la suite de résider, sans autre titre de séjour en tout cas, ou sans travail. Alors, si mon employeur public ne me donne pas de poste télétravaillable, peut-on avoir droit à une formation adaptée? Voilà, je vous avoue que la question est un peu vague pour y répondre comme ça. Un poste télétravaillable n'est pas une obligation, hein, on n'est pas obligé de vous donner un poste télétravaillable. Par contre, si, d'autres postes sont possibles et sont plus simples, oui, vous pouvez effectivement demander un transfert de poste et une formation en face, mais ça, ce sera de la négociation avec votre employeur directement. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, peut-être qu'il nous reste, un petit peu moins de 5 minutes. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions, à nous poser, enfin, en tout cas, me poser. Je vais essayer de répondre à tout et d'être le plus clair possible. Ouais, alors je sais bien, hein, vive la négociation, je sais bien, c'est compliqué de négocier, mais malheureusement, il y a pas beaucoup d'autres solutions, en fait. Il y a pas d'obligation, en fait, enfin, on ne peut pas obliger un employeur à faire télétravailler ses salariés. Voilà, dans un cas classique, hein, alors en contexte sanitaire, ça a été un petit peu différent, mais théoriquement, c'était pas fixé par la loi, hein, c'était des préconisations de télétravail. Mais à part la négociation et revoir avec eux si un poste est disponible ou pas et après leur demander une formation en face, il y a pas grand-chose. Vous pouvez demander peut-être un soutien, médecine du travail, vous pouvez demander éventuellement ou contacter, hem, votre médecin du travail pour avoir un coup de main là-dessus. Il y a un appui médical, et social éventuellement à ce niveau-là. Donc j'ai compris, avec le poste adapté de 3 ans pour, les autres métiers que j'ai testés, n'était pas adapté à la maladie. Est-ce que je peux demander une formation au lieu d'être en congé de longue maladie? Demander une formation, effectivement, rien, ça vous coûte absolument rien, effectivement. Heu, Effectivement, hein, vous pouvez demander une formation, voir ce qu'ils peuvent vous proposer avant effectivement d'avoir un congé longue maladie. Heu
N'hésitez pas à contacter votre service RH dès maintenant et attendez pas d'être en difficulté et faites les demandes tout de suite, tout de suite, tout de suite. Après votre congé longue maladie peut être éventuellement, que temporaire le temps que la formation se mette en place aussi, hein, peut-être 2-3 mois et après repartir, sur votre formation. Voilà, mais, pour pas qu'il y ait de rupture ou d'interruption de traitement en tout cas. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a une dernière peut-être question? Sinon on conclura pour cet atelier-là, hein. Oui, il y a visiblement pas d'autres questions. Juste pour vous rappeler, hein, dans l'emploi, votre médecine du travail, les travailleurs sociaux enfin des assistants sociaux ou assistantes sociales du travail pour les grosses entreprises peuvent vous aider, hein, donc n'hésitez vraiment pas à les contacter. Hésitez pas non plus, s'il y a besoin, à vous rapprocher des assistants sociaux des réseaux, CEP, hem et de toutes les autres associations qu'on peut avoir, hein, la Ligue qui sera aussi tout à fait, capable de pouvoir vous répondre ou de vous réorienter sans aucun problème. Heu et après sinon mes collègues en hospitalier ou mes collègues de secteur qui vont aussi pouvoir vous répondre. La MDPH aussi peut vous répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, voilà, à solliciter, heu, les personnes, les personnes en cas de besoin. Voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir, participé et d'avoir, posé toutes vos questions sur cet atelier et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Merci beaucoup.